Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux machines thermiques et plus particulièrement à l'application des deux principes de la thermodynamique pour l'étude des machines thermiques. Donc en termes de notions, il n'y aura pas grand-chose de nouveau puisque on a déjà fait le cours sur le premier principe, le cours sur le second principe. Donc là, il va s'agir d'étudier en revanche des objets très concrets au travers de ces deux principes de la thermo. On va commencer par définir ce qu'est une machine thermique. Donc une machine thermique, c'est un système dans lequel interviennent à la fois des échanges thermiques et des échanges mécaniques. Au cœur d'une machine thermique, il y a un transformateur d'énergie qui va permettre de convertir énergie mécanique en énergie calorifique ou l'inverse. On verra dans chacun des exemples de machines thermiques de ce cours quel est le transformateur d'énergie, le système thermodynamique qui permet de convertir travail en chaleur et inversement. Donc on va étudier des machines qui convertissent du travail mécanique en chaleur. C'est le cas du réfrigérateur et de la pompe à chaleur, deux systèmes que nous étudierons plus particulièrement. Et des machines qui convertissent de la chaleur en travail. Ça, c'est le cas du moteur thermique que l'on étudiera également. Dans les machines thermiques, il y a bien souvent également un organe qui permet de transformer de l'énergie mécanique en énergie électrique ou inversement de l'énergie électrique en énergie mécanique. Par exemple, dans un réfrigérateur, il est bien rare de pédaler pour produire le travail de compression nécessaire aux transformations du système thermodynamique qui va permettre de maintenir une température fraîche à l'intérieur. La plupart des gens branchent leur réfrigérateur, donc qui va recevoir une énergie électrique et cette énergie électrique va être convertie en énergie mécanique. De même, pour le moteur thermique, l'exemple qui vient le plus naturellement, c'est la voiture, où là, le travail mécanique est utilisé pour faire tourner les roues et donc faire avancer le véhicule. Mais on peut aussi, en sortie de moteur thermique, ajouter un alternateur qui va permettre de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Et c'est par exemple le cas pour un groupe électrogène. Donc revoici la machine thermique Shadok qui nous disait qu'on pouvait voir la production d'une puissance motrice comme le passage de chaleur d'une source chaude vers une source froide à travers un dispositif approprié. Donc là, sur cette machine Shadok, la source chaude, c'est le petit feu qui chauffe notre cylindre. La source froide, c'est l'eau qui refroidit la vapeur dans le réservoir qui est sur la partie droite. Et le dispositif approprié, eh bien là, c'est d'une manière très générale un corps qui est capable de se dilater ou de se contracter de manière alternative successive. Et ce corps va se dilater s'il est chauffé, c'est ce qui se passe dans le cylindre au-dessus du feu, et il va se contracter quand il est refroidi, c'est ce qui se passe dans le réservoir qui est sur la partie droite. Et donc là, dans cette machine Shadok, le corps, le dispositif approprié, le corps qui se dilate ou se contracte, eh bien c'est de l'eau. Et là, cette eau va même changer d'état, elle va être alternativement à l'état gazeux, quand elle est dilatée, et à l'état liquide quand elle est contractée. Et donc, pour pouvoir faire ce cycle dilatation-contraction et produire du travail, on a besoin de deux températures différentes. La source chaude qui est à la température T1, la source froide qui est à la température T2. Et donc là, dans toute la suite du cours, j'utiliserai du rouge pour la source chaude, du bleu pour la source froide, et tout ce qui sera avec un indice 1 sera en rapport avec la source chaude et avec l'indice 2 en rapport avec la source froide. Donc pour ce qui suit, l'approche que je vous propose, c'est que l'on se place d'un point de vue très général pour l'étude des machines thermiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par étudier des cas particuliers, mais par essayer d'établir le schéma général d'une machine thermique, quelle qu'elle soit, de lui appliquer les deux principes de la thermodynamique, et ensuite, on verra comment
adapter cette démarche très générale aux différents cas particuliers que sont le moteur thermique, le réfrigérateur et la pompe à chaleur. Donc, avant d'aller vers le schéma général d'une machine thermique, on va poser quelques propriétés générales des machines thermiques. Donc, dans ce cours, pour ce qui est des sources de chaleur, on va supposer qu'elles sont parfaites, que ce sont donc des thermostats qui échangent de la chaleur à température constante. Dans les exercices de TD, vous verrez probablement des exemples où la température des sources varie, mais là, pour l'instant dans le cours, on reste sur quelque chose de très simple avec des sources dont les températures sont constantes. Ensuite, on va également supposer que les dispositifs mécaniques sont parfaits et donc qu'ils ne dissipent pas d'énergie. On considérera donc que les dispositifs mécaniques ont un fonctionnement réversible. Enfin, pour ce qui concerne le système thermodynamique, c'est-à-dire l'agent de transformation qui est au cœur de la machine thermique et qui va permettre de convertir travail en chaleur ou l'inverse selon les machines thermiques, cet agent c'est un fluide. Donc fluide, ça veut dire que ça peut être un liquide ou un gaz ou alternativement un liquide et un gaz. On appelle ça un fluide. Ce fluide va successivement se dilater, se contracter, se dilater, se contracter. Il a donc un fonctionnement cyclique et si on étudie un cycle de transformation de ce système thermodynamique, et bien sur ce cycle, on n'aura pas de variation des fonctions d'état. Donc si je prends un cycle complet, je pars d'un état initial, je fais plusieurs transformations, je reviens à cet état initial à la fin de mon cycle. Donc, U qui est une fonction d'état ne variera pas sur l'ensemble du cycle et S qui est une fonction d'état ne variera pas sur l'ensemble du cycle. Ceci étant dit, voici maintenant le schéma général d'une machine thermique qui est valable quelle que soit cette machine thermique. La machine est composée de plusieurs systèmes. Au centre de la machine et au centre du schéma, nous avons le système thermodynamique qui est le transformateur d'énergie. Ce système, c'est mon ovale orange. J'ai représenté une petite flèche pour qu'on garde bien à l'esprit que ce système va subir des cycles successifs de transformation. Donc la petite flèche, c'est pour indiquer le comportement cyclique du système thermo. Ensuite, ce système thermodynamique va échanger de la chaleur avec deux sources, la source chaude et la source froide, qui sont deux autres systèmes constitutifs de la machine thermique. L'ovale rouge, c'est la source chaude, que j'appellerai sigma 1 et qui est à la température T1, et l'ovale bleu représente la source froide, sigma 2, qui est à la température T2, et par définition, T1 plus grand que T2. Le quatrième système est le dispositif mécanique qui va, selon la machine thermique considérée, ou bien transmettre du travail au transformateur, ou bien recevoir le travail produit par le transformateur. Et dans le cadre de notre étude, on va limiter la machine thermique, en tout cas son étude, à ces quatre systèmes, dont on suppose qu'ils forment un système isolé AE4. Ce schéma avec les doubles flèches est valable quelle que soit la machine thermique étudiée. Ce qui va changer d'une machine thermique à l'autre, c'est le sens des échanges entre le transformateur et les autres systèmes, sources de chaleur et dispositifs mécaniques. Ensuite, pour ce qui est des signes des énergies échangées, ils seront définis par rapport au système thermodynamique, le cœur de la machine. La machine thermique étant considérée comme un système isolé, les sources de chaleur sigma 1 et sigma 2 ainsi que le dispositif mécanique n'échangent qu'avec sigma. Donc si on a défini le signe de l'échange de chaleur par rapport à sigma, là si on prend comme exemple l'échange de chaleur entre le transformateur et la source chaude, si on se dit que pour notre machine, le système reçoit de la chaleur de la source chaude, Q1 va être positif. Et donc, ce qu'échange la source chaude, elle, c'est moins Q1, puisqu'elle donne de la chaleur au système. Et donc, on peut présenter un petit raisonnement similaire pour les échanges thermiques avec la source froide et pour les échanges
d'énergie mécanique avec le dispositif mécanique. Ensuite, pour les calculs des variations d'entropie de chaque système constitutif de la machine, eh bien, les signes seront définis par rapport à chaque système considéré séparément. C'est-à-dire qu'on calculera la variation d'entropie par exemple, de la source chaude, et là, le delta S de la source chaude, ce sera la quantité de chaleur échangée par la source chaude divisée par sa température, donc Q sigma 1 divisé par T1, sachant que Q sigma 1, c'est moins Q1. On va maintenant appliquer les deux principes de la thermodynamique à notre machine thermique. On va commencer par le premier principe, sans trop d'originalité. Ce premier principe nous dit que la variation d'énergie interne, c'est la somme des travaux et quantités de chaleur échangées. Là, on va s'intéresser à notre système thermodynamique qui a un fonctionnement cyclique. Donc, sur un cycle, par d'un état initial, on fait plusieurs transformations, on revient au même état initial. La variation d'énergie interne va être nulle puisque c'est une fonction d'état. Elle est nulle et elle est égale à la somme des quantités de travail et des quantités de chaleur échangées. Et là, pour notre machine thermique, on a un travail échangé entre le système et le dispositif mécanique et deux quantités de chaleur échangées, celle échangée avec la source chaude et celle échangée avec la source froide. Donc delta U du système thermo est nul et ça vaut W plus Q1 plus Q2. Donc là, on a une relation qui lie W, Q1 et Q2. Pour l'instant, on a trois inconnus. Ensuite, on va appliquer le second principe de la thermodynamique aux différents systèmes qui constituent notre machine thermique. Donc on a chacune des sources chaudes et froides, le système thermo lui-même et le dispositif mécanique. Donc notre ensemble isolé est un univers, et si on exprime la variation d'entropie de cet univers, eh bien, elle est égale à la somme des variations d'entropie des systèmes qui le constituent. Donc delta S de l'univers, c'est delta S de sigma 1 plus delta S de sigma 2 plus delta S de sigma plus delta S de M, le dispositif mécanique. Et le second principe nous dit que cette somme, elle est ou nulle ou positive selon que les transformations sont réversibles ou irréversibles. Notre système sigma fonctionnant toujours de manière cyclique, S étant une fonction d'état sur un cycle, la variation d'entropie delta S du système thermo sera nulle. Pour les mêmes raisons, la variation d'entropie du système mécanique pourra elle aussi être considérée comme étant nulle. Donc finalement, la variation d'entropie de notre univers machine thermique se résume à delta S de la source chaude plus delta S de la source froide. Ce que l'on a vu sur la diapo précédente est résumé ici en haut à droite. Donc le premier principe de la thermo nous dit que W plus Q1 plus Q2 est nul. Et le second principe, pour l'instant, on a vu qu'il se résumait à variation d'entropie de l'univers est égale à variation d'entropie de la source chaude plus variation d'entropie de la source froide, et que cette somme est soit positive, soit nulle. On va maintenant chercher à exprimer les variations d'entropie des sources en fonction de Q1 et Q2 échangés par notre système. Donc la variation d'entropie d'une source, c'est l'intégrale de delta Q sur T, la source étant une source parfaite qui échange de la chaleur à température constante. On peut l'écrire finalement comme étant la quantité de chaleur échangée par la source divisée par la température de la source. Et là, si on exprime maintenant par rapport à la quantité de chaleur échangée par le système, la quantité de chaleur échangée par la source, c'est moins la quantité de chaleur échangée par le système. Donc la variation d'entropie d'une source de chaleur, c'est moins la quantité de chaleur échangée par le système thermo divisée par la température de la source. Donc si on applique ce calcul à nos deux sources chaudes et froides, on va voir pour la source chaude que delta S de sigma 1, c'est moins Q1 divisé par T1, et que delta S de sigma 2, c'est moins Q2
sur T2 pour la source froide. Donc on peut maintenant exprimer la variation d'entropie de l'univers comme étant égale à moins Q1 sur T1 moins Q2 sur T2. Sur cette nouvelle diapo, j'ai changé dans le coin supérieur droit l'expression de la variation d'entropie de l'univers par ce que l'on vient d'établir, à savoir que delta S' est égal à moins Q1 sur T1 moins Q2 sur T2. Donc on a, chaque principe nous donne une expression. Donc le premier principe lie W, Q1 et Q2 et le second principe permet de lier Q1 et Q2. Donc on a deux équations avec trois inconnus, si bien que si l'on connaît W ou Q1 ou Q2, eh bien on va être capable, en utilisant les relations données par les deux principes de la thermo, de déterminer les deux autres quantités d'énergie échangées par notre machine thermique. Ensuite, donc là on a notre delta S qui peut être ou positif ou nul. Donc voyons dans un premier cas le cas du fonctionnement réversible, dont je vous rappelle que le fonctionnement réversible c'est un cas idéal que l'on n'atteint jamais, mais qu'il est intéressant de connaître. Donc dans le cadre du fonctionnement réversible, delta S', la variation d'entropie de l'univers est nulle, et donc là on a Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 qui est nul. Et là donc on peut bien exprimer Q1 en fonction de Q2, le remplacer l'un ou l'autre dans l'équation du premier principe et pouvoir, connaissant ou le travail ou l'une des deux quantités de chaleur, tout déterminer. Dans le cas du fonctionnement irréversible, qui est le cas réel, de fonctionnement réel des machines thermiques, la variation d'entropie de l'univers est positive. Donc là, on n'a plus d'égalité. Q1 divisé par T1 plus Q2 divisé par T2, c'est inférieur à 0. Et on va pouvoir trouver des relations d'inégalité, mais pas d'égalité. Donc sur cette diapositive, vous avez le résumé de tout ce que l'on vient de faire depuis qu'on a commencé à appliquer les principes de la thermo à notre machine thermique. Vous avez le schéma de la machine thermique valable, quelle que soit la machine thermique, et les expressions du premier principe et du second principe sont elles aussi valables, quelle que soit la machine thermique. Après, ce qui va changer, comme on le disait sur le schéma, c'est aussi vrai dans les expressions. Ce qui va changer, c'est selon la machine thermique, le signe de Q1, le signe de Q2, le signe de W. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes machines thermiques qui sont à notre programme. Le moteur thermique, la machine frigorifique et la pompe à chaleur. Pour chaque cas, on commencera par décrire le fonctionnement de cette machine. Et ensuite, on essaiera, à partir de la description de ce fonctionnement, d'adapter le schéma valable pour toute machine thermique à chaque cas particulier, en notant bien dans quel sens se font les échanges entre le système thermodynamique et les sources de chaleur, le dispositif mécanique. Pour le moteur thermique, j'ai choisi comme exemple un moteur à 4 temps, que vous voyez par exemple schématisé dans la partie haute de la slide. Donc vous pouvez voir qu'il y a 4 cylindres dans lesquels vont se mouvoir 4 pistons et on a 2 pistons en position haute, 2 pistons en position basse et au fur et à mesure des cycles, les positions s'échangent. Donc les pistons vont être animés d'un mouvement de translation qui va être transmis à l'arbre signalé en jaune sur le schéma, et cet arbre va transmettre un mouvement de rotation à l'hélice que vous voyez dans la partie gauche du dessin. Donc le système qui est au cœur de notre machine thermique, ce sont l'ensemble des gaz enfermés dans le piston, dans le cylindre par le piston. Dans la partie basse de la slide, vous avez la décomposition des 4 temps de notre moteur à 4 temps. Donc, on va décrire chacune des étapes, chacun des temps. Le premier temps est celui de l'admission. Vous voyez la vanne d'admission qui est ouverte sur la gauche du schéma. Le piston descend et permet de remplir le cylindre d'un mélange air-carburant. Quand l'admission est terminée, la vanne d'admission est fermée
et le piston remonte. En remontant, il comprime le mélange air-carburant. Selon le fonctionnement du moteur, le mélange air-carburant peut arriver en étant comprimé à l'auto-inflammation ou bien on déclenche l'explosion avec une petite étincelle. On arrive là donc au troisième temps où il y a combustion du carburant, la température augmente, le gaz présent est dilaté et donc va chercher à se détendre en appuyant sur le piston et en faisant redescendre le piston. Ça, c'est le temps moteur. Donc, avant la combustion, on avait un mélange air-carburant. Après la combustion, on a un mélange air produit de combustion. Et puis, le dernier temps de ce moteur, c'est le moment où on va ouvrir la soupape d'échappement, le piston va remonter et les gaz vont être évacués vers l'extérieur du cylindre. Voilà les 4 temps de notre moteur. Donc, strictement parlant, on n'a pas un système thermo qui va subir le même système thermo exactement qui va subir un cycle de transformation, puisque on a un système qui est ouvert, on fait entrer un mélange air-carburant, ce mélange va subir des transformations et même chimiquement, puisqu'il va y avoir la combustion qui va transformer le carburant en produit de combustion. Et ensuite, ce nouveau mélange sera évacué et on repartira pour un cycle. On va quand même considérer qu'en fait, le mélange, la phase gaz qui est à l'intérieur du cylindre, même s'il y a des changements de composition, on va considérer que ça ne change pas vraiment ses caractéristiques et on va pouvoir supposer en fait qu'on a un système donné qui subit une transformation cyclique. Donc voilà, maintenant, il s'agit, à partir du schéma général des machines thermiques que j'ai reproduit sur cette slide, de l'adapter au cas du moteur thermique que l'on vient de décrire. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite pause sur la vidéo et d'essayer de trouver tout seul qu'est-ce qui est le système thermo, qu'est-ce qui est la source chaude, qu'est-ce qui est la source froide, qu'est-ce qui est le dispositif mécanique, et puis de définir le signe de Q1, le signe de Q2 et le signe de W. Donc réfléchissez un petit peu tout seul et puis quand vous aurez abouti à quelque chose, eh bien vous pouvez remettre la vidéo en route pour voir la suite. Donc pour notre moteur thermique, le système thermodynamique qui va se dilater et se contracter, ce sont les gaz emprisonnés dans le cylindre qu'on va assimiler à de l'air. Donc là, pour faire court, j'ai mis air du cylindre. On sait que avant la combustion du carburant, on a un mélange air-carburant et après la combustion, on a un mélange produit de combustion air. Mais on va simplifier en disant que c'est de l'air. Ce système va recevoir de la chaleur qui est produite par la combustion du carburant. Donc le carburant qui brûle, on va avoir une température de flamme que vous savez maintenant calculer. On peut éventuellement considérer que cette température de flamme, c'est la température de la source chaude. Et donc, la source chaude va donner de la chaleur à notre système. Q1, du point de vue du système, est positif. Sous l'effet de cette chaleur, le gaz va se détendre et va venir appuyer sur le piston. Le système donne donc du travail. W est négatif. Il donne ce travail au dispositif mécanique qui le reçoit et qui est ici le piston, qui ensuite va le transmettre à l'arbre, etc. Mais là, ça sort de notre cadre d'étude. Et puis, l'air qui constitue notre système thermodynamique va être à la fin du cycle évacué vers l'extérieur. Et donc, l'air va céder de la chaleur vers l'extérieur. Donc l'air ambiant peut être considéré comme étant la source froide. Et Q2 est négatif. Donc pour un moteur thermique, la source chaude donne de la chaleur au système, ce qui va lui permettre de produire du travail, mais pour ce faire, il sera obligé également de céder de la chaleur à la source froide. Donc Q1 positif, Q2 négatif, W négatif. Vous pouvez aussi remarquer que sur la slide, j'ai ajouté des petites bulles
dans lesquels il y a écrit ce que je paie, ce qui m'intéresse. Donc là, c'est pour prendre un petit peu d'avance par rapport à ce que l'on va faire tout à l'heure, où on va définir le coefficient de performance d'une machine thermique. Pour ce faire, on a besoin de l'énergie fournie et de l'énergie utile. Donc ça, ce sont deux grandeurs que vous avez manipulées en TP virtuel de thermo, quand vous avez voulu définir le rendement d'un réchaud de type camping-gaz. Donc l'énergie fournie, c'est l'énergie qu'il est nécessaire de donner au système pour qu'il fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. C'est ce qu'on va appeler schématiquement ce que je paye. Et puis l'énergie utile, c'est le service que je vais pouvoir récupérer de ma machine thermique. Donc là, dans le cadre du moteur thermique, le service que l'on a envie d'avoir, c'est récupérer du travail mécanique. Donc là, l'énergie fournie, je vais appeler ça ce que je paie. L'énergie utile, je vais appeler ça ce qui m'intéresse. Peut-être que cette formulation va vous permettre de mieux vous imprégner de la notion. Donc, pour un moteur thermique, ce que je paye, c'est la source chaude, c'est le carburant qui brûle, qui va me permettre de donner de la chaleur à mon système, qui va pouvoir se dilater et produire du travail. Et ce qui m'intéresse, c'est le travail qui est produit. Donc, on va maintenant passer à la machine frigorifique. Donc là, je vous ai montré des photos de réfrigérateur. Vous avez l'intérieur du réfrigérateur à gauche, l'extérieur à droite. Et l'extérieur, ce qui est intéressant, est derrière le réfrigérateur. J'aurais pu prendre un congélateur, ça marche de la même manière, ou n'importe quelle machine supposée faire du froid. Donc, pour une machine frigorifique, le cœur de la machine, le système thermodynamique, c'est un fluide qui va subir des changements d'état. Donc, quand il sera à l'intérieur du réfrigérateur, il va se vaporiser. Donc, vous savez maintenant que la vaporisation est un changement d'état qui a besoin qu'on lui donne qu'on donne de la chaleur au système pour qu'il se vaporise. Donc là, à l'entrée dans l'intérieur du réfrigérateur, on va avoir un liquide qui va se vaporiser au fur et à mesure qu'il circule dans l'intérieur du réfrigérateur. En se vaporisant, il prend la chaleur dont il a besoin pour se vaporiser à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui permet ou bien de baisser la température ou de la maintenir à une température basse. Ensuite, à l'extérieur du réfrigérateur, ce liquide qui s'est vaporisé, il va falloir le recondenser pour qu'il puisse recommencer un cycle de vaporisation à l'intérieur du réfrigérateur. Donc à l'extérieur, on a différents organes. On a le condenseur, le compresseur et le détendeur. Donc là, je vais vous redétailler un petit peu l'ordre des opérations sur la slide d'après, où on aura un schéma où ce sera plus facile à visualiser. Mais là, vous pouvez peut-être, si vous avez l'occasion de regarder ce qui se passe derrière un frigo, pouvoir être capable d'identifier les différents organes. Donc, sur cette slide, je finis par vous dire que la source chaude pour une machine frigo, en fait, c'est l'air qui est à l'extérieur de la machine. Donc l'air ambiant va jouer le rôle de la source chaude. Et on aura deux températures. La température de la source chaude, c'est la température de la pièce dans laquelle est votre machine frigorifique. Et la température de la source froide, c'est la température que vous souhaitez avoir dans votre réfrigérateur. Donc voilà maintenant sur un même schéma à la fois l'intérieur de votre frigo, la partie bleue, et l'extérieur de votre frigo, la partie rouge, avec donc la paroi d'isolation qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Et évidemment, votre frigo, enfin toute l'enveloppe de votre frigo est calorifugée pour essayer de limiter au maximum les échanges de chaleur intérieur-extérieur qui ferait que vous auriez besoin de beaucoup plus faire fonctionner votre machine thermique. Donc, pour décrire le système qui décrit un cycle, il faut bien le prendre par un bout. On va commencer à l'endroit où vous lisez le mot gaz. Donc là, le fluide frigorigène sort de votre réfrigérateur. Il est à l'état de gaz. Comme l'idée, c'est de lui faire à nouveau retrouver l'état de liquide pour qu'il puisse à nouveau se vaporiser à l'intérieur du frigo, on va
dans un premier temps le compresser. Donc, là, il n'y a pas encore de changement d'état, on a toujours un gaz mais dont on augmente la pression. Et on va augmenter cette pression jusqu'à ce que le gaz, le fluide frigorigène, soit à la pression qui est la pression de changement d'état à la température du milieu extérieur. Et à partir de là, en sortie du compresseur, il rentre dans le condenseur à l'intérieur duquel le fluide frigorigène en circulant va perdre de la chaleur et se recondenser. Donc on a dans le condensateur, à l'entrée on a un gaz, à la sortie on a un liquide. Et pour passer de l'état de gaz à l'état liquide, le fluide frigorigène perd de la chaleur qui part vers l'extérieur. C'est pour ça que si vous passez votre main derrière votre frigo ou si vous passez pas très loin de l'arrière de votre frigo, vous sentirez que ça dégage de la chaleur. Ensuite, alors là sur ce schéma, le détendeur est à l'intérieur du réfrigérateur. Sur ma petite photo précédente, il était à l'extérieur. Le détendeur, c'est à peu près la limite entre l'intérieur et l'extérieur du frigo. Donc quand on détend, on va changer brutalement la pression du fluide frigorigène. Alors à ce moment-là, il est encore liquide, mais du coup, ça va l'amener à des conditions de température et de pression qui vont faire qu'à l'intérieur de votre frigo, il va se vaporiser. Et donc, pour se vaporiser, il va prendre la chaleur de son milieu, qui est l'intérieur du frigo, et du coup permettre de maintenir froid l'intérieur de votre réfrigérateur. Donc, il parcourt le petit serpentin. En haut, tout est sous forme de gaz et le gaz va sortir et repartir pour un nouveau cycle. Donc là, dans le cas de la machine frigorifique, le système thermodynamique ne change vraiment pas. Ce n'est pas comme dans le moteur. Là, on a vraiment une certaine quantité de fluide frigorigène dans le circuit et il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. On a bien un circuit fermé et ce même fluide frigorigène va alternativement être sous forme de liquide, puis se vaporiser à l'intérieur du réfrigérateur, sortir à l'état de gaz et être recondensé pour pouvoir recommencer à prendre de la chaleur ensuite en se vaporisant à l'intérieur du frigo. Dernière petite chose, sur le schéma, vous voyez une double flèche verte au niveau du compresseur. Donc là, ça indique en fait qu'à cet endroit-là, on a conversion d'énergie électrique en énergie mécanique. Donc là, je vous le disais un petit peu en introduction de ce chapitre. Quand vous branchez votre frigo, l'électricité qui est consommée, elle est consommée pour faire fonctionner le compresseur. C'est ça votre dépense énergétique. Donc là, vous venez de passer quelques minutes sur le fonctionnement d'un objet qui vous est très familier, mais que vous n'aviez peut-être pas encore regardé de cette manière-là. Je vous propose maintenant de faire le même petit travail que pour le moteur thermique. Voilà le schéma général des machines thermiques et vous allez pouvoir réfléchir à savoir qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce qui constitue le système thermodynamique de la machine frigorifique, quelle est la source chaude, quelle est la source froide, quel est le dispositif mécanique qui échange du travail avec le système thermodynamique et repréciser le signe des différentes énergies échangées, Q1, Q2, W, et de placer les flèches dans le bon sens. Donc, bonne petite pause de vidéo et on se retrouve dès que vous avez fini de réfléchir. J'espère que vos cogitations vous auront amené à proposer un schéma similaire à celui-ci. Donc, le cœur de la machine frigo, le système thermodynamique, c'est le fluide frigorigène. Ce fluide frigorigène qui va alternativement se condenser ou se vaporiser. Pour ce faire, le fluide frigorigène va recevoir du travail de la part du dispositif mécanique qu'est le compresseur. Donc le compresseur fournit du travail au fluide frigorigène. Donc du point de vue du fluide frigorigène, le travail est reçu, il est donc positif. Ensuite, une fois qu'il a reçu ce travail, il va céder de la chaleur au milieu extérieur en se condensant. Il passe de l'état de gaz à l'état de liquide et pour ce faire, il libère de la chaleur. Donc, il perd Q1. Q1, du point de vue du fluide frigorigène, c'est négatif. Et cette quantité de chaleur est cédée à la pièce dans laquelle est disposé
la machine frigorifique. Et ensuite, quand le fluide frigorigène va pénétrer à l'intérieur du réfrigérateur, qui est notre source froide, il va se vaporiser. Pour se vaporiser, il a besoin de prendre de la chaleur. Donc, il va prendre Q2 à l'intérieur du réfrigérateur. Donc, Q2 sera reçu par notre système et Q2 est positif. J'ai également mentionné sur le schéma que l'énergie mécanique donnée par le compresseur, c'est à la base d'une énergie électrique qui est convertie en énergie mécanique. Et puis pour terminer, quelle est l'énergie fournie, quelle est l'énergie utile? Donc, pour fonctionner, la machine frigo, il faut la brancher et ce qu'on obtient en branchant la machine frigo, c'est du travail mécanique par conversion d'énergie électrique en énergie mécanique. Donc l'énergie fournie au système pour qu'il rende le service qu'on attend de lui, c'est le travail mécanique de compression. L'énergie utile, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est que notre système frigorigène soit capable de prendre de la chaleur à l'intérieur du réfrigérateur. Donc l'énergie utile, ça va être Q2. Donc, pour la pompe à chaleur, je ne vous présente pas de photos, je n'ai pas trouvé de photo explicite où on peut voir les différents composants de la pompe à chaleur. Donc on va directement passer sur le schéma. Et sur ce schéma, vous pouvez voir que les différents organes sont les mêmes que ceux qu'il y avait pour la machine frigorifique. On retrouve un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Donc, mêmes organes, même fonctionnement. La différence, c'est que pour la machine frigo, ce qui nous intéressait, c'était de prendre de la chaleur à la source froide et que pour ce faire, on était obligé de céder de la chaleur au milieu ambiant. Là, dans le cadre de la pompe à chaleur, on l'utilise pour chauffer une habitation. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est donner de la chaleur au milieu ambiant. Et pour donner cette chaleur au milieu ambiant, on va être obligé de prendre de la chaleur à la source froide. Donc là, la différence entre les deux machines, c'est l'intérêt, le service qu'on attend de ces machines-là. Après, elles ne vont pas se présenter exactement de la même manière. Pour l'exemple que vous avez là sur la slide, le système thermodynamique, c'est de l'eau. Donc, dans la machine frigorifique, le système thermodynamique, c'était un fluide frigorigène. Pour la pompe à chaleur, on parlera de fluide caloporteur. C'est juste une appellation différente par rapport au but de la machine. Et puis, la nature du fluide n'est pas la même, mais dans les deux cas, c'est un fluide qui va alternativement se liquéfier et se vaporiser. Donc là, si on prend le cycle de notre eau, qui est le fluide caloporteur, on le fait démarrer au niveau du compresseur. Donc, en amont du compresseur, on a de la vapeur, basse pression. La vapeur passe dans le compresseur, en sortie, on a une vapeur à plus haute pression qui est ensuite amenée au niveau du condenseur. Et au niveau du condenseur, on a le changement d'état, la vapeur se transforme en liquide. Au cours de cette transformation, elle perd de la chaleur qui est donnée pour chauffer l'habitation, le but de la machine. Ensuite, à la sortie du condenseur, on a un liquide haute pression qui va passer au travers d'un détendeur, ce qui va nous permettre d'obtenir un liquide basse pression. Et ce liquide basse pression va s'évaporer dans l'évaporateur. Et au cours de cette évaporation, il va prendre de la chaleur à la source froide. Et on est reparti ensuite avec notre vapeur basse pression. On est reparti pour un autre cycle. Quelques précisions maintenant à propos de la source froide et de la source chaude. Sur le schéma que je vous propose, vous voyez pour la source froide qu'il y a écrit sous-sol circuit de captage. Donc en fait, il y a un échangeur de chaleur au niveau de l'évaporateur et le fluide caloporteur qui est au cœur de la pompe à chaleur va prendre de la chaleur au fluide qui est dans le circuit de captage. Et ce circuit de captage, il sort de la maison et il est enterré dans un jardin. Donc en fait, la source froide, c'est la terre dans laquelle est enterré le circuit de captage. Donc c'est une pompe à chaleur qui va bien convenir pour une habitation individuelle avec un petit jardin où on peut enterrer le circuit de captage.
Et puis, si vous regardez la source chaude, vous voyez qu'il y a écrit habitation, circuit de chauffage. Donc là, c'est pareil, on va avoir un échange de chaleur au niveau du condenseur pour récupérer la chaleur dégagée par la liquéfaction de l'eau fluide caloporteur de la pompe à chaleur. Et le circuit de chauffage, ça peut être un tuyau qui va aller alimenter des radiateurs, ou bien ça peut être un système de chauffage par le sol. Après, donc, un schéma que je ne vous présenterai pas parce que sur le fonctionnement c'est le même principe, mais c'est la source froide et la source chaude qui vont changer. Il existe des pompes à chaleur RR, c'est-à-dire que la source froide c'est de l'air et la source chaude c'est aussi de l'air. Mais dans le fonctionnement pompe à chaleur, la source froide ce sera l'air extérieur de l'habitation, et la source chaude, ce sera l'air intérieur de la maison. Donc là, il n'y a pas, pour chauffer la maison, il n'y a pas l'intermédiaire d'un circuit de chauffage avec un autre fluide caloporteur qui est en général de l'eau. Donc, on prend de la chaleur à l'air froid qui est à l'extérieur et on redonne cette chaleur à l'air de la maison qui sera l'air chaud. L'avantage d'une pompe à chaleur RR, c'est qu'elle est inversible, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en pompe à chaleur l'hiver et l'été, vous pouvez l'utiliser en machine frigorifique, c'est-à-dire en climatiseur, où là, on va inverser, on va prendre de la chaleur à l'air qui est à l'intérieur de la maison, qui devient la source froide, pour donner cette chaleur à l'extérieur, qui devient la source chaude. Et c'est ce que vous voyez souvent, enfin, si vous vous promenez en ville, dans les rues qui passent derrière les commerces qui sont tous climatisés l'été, vous avez la perception de cette chaleur qui sort des clims. Là, c'est des clims RR. L'intérêt d'une pompe à chaleur, c'est de pouvoir faire chauffage l'hiver, climatisation l'été. Savoir s'il est absolument indispensable de climatiser l'été est une autre question dont on ne débattra pas ici. Comme pour les deux précédentes machines thermiques, je vous propose maintenant le schéma général des machines thermiques et à vous de l'adapter au cas particulier de la pompe à chaleur. Donc pour la pompe à chaleur, le système thermodynamique au cœur de la machine, c'est le fluide caloporteur qui va successivement se dilater et se contracter. Il va recevoir du travail de la part du compresseur, qui est le dispositif mécanique. Donc le travail, du point de vue du fluide caloporteur, va être positif. Le fluide caloporteur va prendre de la chaleur à la source froide, qui est par exemple l'air extérieur ou bien le fluide qui est dans le circuit de captage. Là, j'ai mis circulation d'eau. Normalement, il y a un additif dans l'eau pour qu'elle ne gèle pas. Et donc la chaleur prise à la source froide est une chaleur reçue par le fluide caloporteur, donc Q2 est positif. Et le fluide caloporteur va donner de la chaleur à la source chaude qui est l'air intérieur de l'habitation directement, ou bien une circulation d'eau qui, elle, va ensuite donner de la chaleur à l'air intérieur. Donc la chaleur cédée par le système, c'est Q1 et elle est négative. Sur ce schéma de la pompe à chaleur, l'énergie qui est l'énergie fournie à notre système pour qu'il fonctionne, comme pour la machine frigorifique, c'est le travail. Donc le travail est l'énergie fournie, ce que je paye. Et en revanche, là, ce qui change, c'est ce qui m'intéresse. Pour la machine frigo, ce qui m'intéressait, c'était de prendre Q2 à la source froide. Pour la pompe à chaleur, ce qui nous intéresse, c'est de donner Q1 à la source chaude. Donc on va maintenant définir le coefficient de performance, noté COP et qu'on appellera en raccourci COP. Ce COP ressemble à s'y méprendre à un rendement et d'ailleurs, quand vous avez fait le TP de thermo, où il s'est agi de définir le rendement du camping-gaz, on avait appelé ça rendement, mais là, si on reprend la définition que je vous propose aujourd'hui, c'est un COP. On verra plus tard, dans quelques diapositives, ce que l'on entend par rendement thermodynamique.
Donc le coefficient de performance, c'est le rapport de l'énergie utile sur l'énergie fournie. Donc, ce que je vous ai expliqué sur les schémas thermaux des machines thermiques. L'énergie utile, c'est ce qui m'intéresse, le service que je souhaite que ma machine thermique me fournisse. Et l'énergie fournie, c'est ce que je paye. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse rentrer dans cette machine pour qu'elle me fournisse le service que j'attends d'elle? Ce coefficient de performance est toujours positif. Donc, selon la machine considérée, ce qui m'intéresse et ce que je paye, ce n'est pas toujours la même chose. Donc là, je vais juste résumer ce que l'on a vu sur les différents schémas des différentes machines thermiques étudiées. Pour le moteur thermique, le coefficient de performance, ça va être, donc l'énergie utile, c'est le travail, mais donc on va prendre la valeur absolue de ce travail. Le moteur thermique produit un travail, le travail est négatif. Donc pour que mon COP soit positif, il faut que j'écrive que c'est moins W, l'énergie qui m'intéresse. Et l'énergie qui est fournie à mon système, comme elle est fournie, il la reçoit, elle est positive, et c'est Q1. Parce que là, dans le moteur thermique, c'est la source chaude qui donne de la chaleur au système thermodynamique. Donc, vous pouvez opter pour la notation avec signe, ou par confort, vous pouvez aussi opter pour la notation avec les valeurs absolues, et là, vous êtes sûr de ne jamais écrire de bêtises. Pour la machine frigo, le coefficient de performance, ça va être Q2 sur W. En effet, ce que je donne à ma machine frigorifique, c'est l'énergie électrique qui va être transformée en énergie mécanique. L'énergie fournie, c'est le travail. Elle est bien positive puisqu'elle est reçue par le fluide frigorigène. Et ce qui m'intéresse, c'est de prendre la chaleur Q2 à la source froide. Donc Q2, du point de vue du fluide frigorigène, est positif. Donc COP, c'est directement Q2 sur W. Vous pouvez rajouter les valeurs absolues, ça ne changera rien à l'affaire. Et pour la pompe à chaleur, donc, comme pour la machine frigo, ce que l'on paye, l'énergie qu'on apporte, c'est le travail. Et par contre, ce qui nous intéresse, c'est de donner de la chaleur à la source chaude. Donc, comme le système caloporteur va donner de la chaleur, Q1 est négatif. Donc, pour que mon COP soit positif, il faut bien que je mette au numérateur moins Q1. Donc, le COP de la pompe à chaleur, c'est moins Q1 sur W, ou bien valeur absolue de Q1 sur W. Donc ça, ce sont des expressions qu'il n'est pas nécessaire que vous appreniez. Si vous avez bien compris comment fonctionne votre machine thermique et ce qu'est un coefficient de performance, vous le retrouverez sans problème, juste en vous fiant à votre réflexion. Donc, nous venons d'établir l'expression des coefficients de performance des différentes machines thermiques en fonction des quantités d'énergie échangées. Là, maintenant, on va chercher à exprimer ce coefficient de performance en fonction des températures des sources chaudes et sources froides. Donc, je vais faire la démonstration dans le cas du moteur thermique et à vous ensuite d'adopter un raisonnement similaire pour établir la relation valable pour une machine frigo et pour une pompe à chaleur. Donc, dans le cas du moteur thermique, on avait défini que le coefficient de performance, c'était moins W divisé par Q1. Le premier principe de la thermodynamique, que l'on a vu en début de vidéo, nous indique que sur un cycle, la variation d'énergie interne de notre système thermodynamique est nulle et qu'elle est également égale à W plus Q1 plus Q2. Donc de cette relation, je sors que moins W est égal à Q1 plus Q2. Et je vais pouvoir remplacer moins W dans l'expression du COP par Q1 plus Q2. J'obtiens donc que le COP, c'est Q1 plus Q2 divisé par Q1, et je peux aussi l'exprimer sous la forme 1 plus Q2 sur Q1. Je vais maintenant être amené à faire l'hypothèse d'un fonctionnement réversible. Si mon fonctionnement est réversible, à ce moment-là, la variation d'entropie de l'univers est nulle. On avait vu précédemment dans la vidéo que la variation d'entropie de l'univers se résumait à la variation d'entropie de la source chaude plus la variation d'entropie de la source froide. Je ne fais pas le détail du raisonnement, nous avions abouti à la relation Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0. Si besoin, vous revenez en arrière, si ça ne vous paraît plus évident. Et donc, à partir de cette relation, je vais pouvoir exprimer le rapport des quantités de chaleur en fonction du rapport des températures. Donc, j'ai Q2 divisé par Q1 qui est égal à moins
T2 divisé par T1. Et si je remplace ça dans l'expression du COP, il me vient que le COP, qui est un COP forcément réversible, puisque j'ai fait cette hypothèse-là à un moment donné de mon raisonnement, le COP réversible est égal à 1 moins T2 sur T1. Là, c'est un résultat qu'il n'est pas nécessaire de connaître. Vous avez défini votre COP, vous connaissez la relation que vous donne le premier principe, la relation que vous donne le second principe, et vous arrivez tout seul à retrouver ce résultat. Quelques remarques sur l'expression que l'on vient de trouver. Donc, T2, c'est la température de la source froide. Elle est plus petite que T1, qui est la température de la source chaude, par définition. Donc, le rapport T2 sur T1 est plus petit que 1. Et donc, le COP réversible est forcément plus petit que 1, mais il ne peut pas être négatif non plus. Donc, notre COP réversible est compris entre 0 et 1. On va parler d'effet réducteur, c'est-à-dire que ce COP étant inférieur à l'unité, ça veut dire que quand je donne Q1, le travail que je vais récupérer sera forcément, en termes d'énergie, plus petit que Q1. Donc, je paye de la chaleur, enfin, je fais rentrer de la chaleur dans mon moteur. Le travail que je souhaite produire sera forcément plus petit que la quantité de chaleur que j'ai rentrée. Par ailleurs, si on regarde toujours notre expression du COP, alors là, au lieu de la voir comme étant 1 moins T2 sur T1, on peut tout mettre au même dénominateur, ça nous donne T1 moins T2 sur T1. Si je veux augmenter le COP de ma machine, il faut que j'augmente la différence entre T1 et T2. Donc, plus la source chaude est chaude et plus la source froide est froide, meilleur sera mon coefficient de performance. Donc, une petite remarque avant d'aborder ce qui se passe dans le cas du fonctionnement irréversible. Si vous regardez l'expression du coefficient de performance, qu'on a pu exprimer exclusivement en fonction des températures des sources, eh bien, on se rend compte que ce coefficient de performance ne dépend pas de la nature de mon système thermodynamique. C'est-à-dire que peu importe la nature du corps qui va se contracter et se dilater, a priori, de ce point de vue théorique que l'on a adopté, eh bien, la performance de notre machine thermodynamique sera uniquement liée à la valeur des températures des deux sources chaudes et froides. Donc ça, c'est un résultat assez important dont on reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, pour ce qui est du fonctionnement irréversible, donc, si j'ai un fonctionnement irréversible, eh bien, je sais que ma variation d'entropie de l'univers est positive et que donc, Q1 sur T1 plus Q2 sur T2, ça va être quelque chose de négatif. Et là, je vais juste pouvoir indiquer une relation d'inégalité entre mon rapport Q2 sur Q1 et le rapport T2 sur T1. Je ne vais pas pouvoir établir d'égalité. Donc en fait, le rapport des deux quantités de chaleur échangées irréversiblement, Q2 sur Q1, sera plus petit que moins T2 sur T1. Donc je n'ai pas de valeur exacte de mon COP irréversible, mais je sais du coup qu'il va être plus petit que le COP réversible. Donc, connaître le COP réversible va me permettre de connaître la valeur maximum que peut atteindre ce coefficient de performance compte tenu de T1 et T2 dans un fonctionnement supposé idéal. Pour un vrai système qui fonctionne réellement, eh bien le COP sera plus petit. Donc, connaître le COP réversible me permet de savoir quelles seraient les meilleures conditions que je n'atteindrai jamais. Mais c'est un renseignement intéressant. Donc, cette petite slide est juste faite pour illustrer le fonctionnement réversible par rapport au fonctionnement irréversible avec des petits dessins Shadok. Donc, une machine parfaite ne devrait pas créer d'entropie, et c'est ce qu'on a vu quand on a calculé le COP réversible. On a pris un delta S', donc delta, variation d'entropie de l'univers nulle, et on aboutit au COP réversible. Et en revanche, pour le fonctionnement irréversible, toute machine thermique qui disperse des calories dans la nature crée de l'entropie.
Alors, il se trouve que toutes les machines thermiques dispersent des calories dans la nature. Il y a toujours une quantité de chaleur qui est perdue, dégradée. Et donc, toutes les machines thermiques réelles créent de l'entropie et on a un fonctionnement irréversible avec un COP plus faible que le COP réversible. Donc, sur cette diapo, j'ai résumé tous les résultats en lien avec les coefficients de performance des différentes machines thermo que l'on étudie. Sur la première ligne, vous avez le COP exprimé en fonction des énergies échangées par rapport à la définition du coefficient de performance, dont on avait vu le détail. Sur la deuxième ligne, vous avez l'expression des coefficients de performance réversibles. Donc, j'avais établi devant vous l'expression pour le moteur thermique qui nous donne que le COP réversible, c'est 1 moins T2 sur T1 et que cette grandeur est nécessairement plus petite que 1. J'espère que vous avez réussi à aboutir tout seul à l'expression du COP réversible de la machine frigorifique, T2 sur T1 moins T2, et à celle du COP réversible de la pompe à chaleur qui vaut T1 sur T1 moins T2. Si on examine ces deux relations, donc là je vous rappelle, les températures sont exprimées en Kelvin, et donc T2, ça va être plus grand, beaucoup plus grand que T1 moins T2. Si bien que pour la machine frigo, le COP sera supérieur à 1. Et il en est de même pour la pompe à chaleur où T1 ce sera plus grand que T1 moins T2. Ça paraît tout de suite plus évident. Hein. Si je prends T1 que je lui range quelque chose, c'est nécessairement plus petit que T1. Et on a donc un COP qui est là aussi plus grand que 1. Donc pour la machine frigo et pour la pompe à chaleur, on a un effet amplificateur. C'est-à-dire que quand on fait rentrer une certaine quantité de travail électrique qui va être transformée en travail mécanique, eh bien on va pouvoir produire plus de chaud ou plus de froid en joules que la quantité d'énergie électrique qu'on a rentrée dans notre appareil. C'est pour ça que c'est particulièrement intéressant d'avoir une pompe à chaleur plutôt qu'un radiateur électrique parce qu'on a cet effet amplificateur qui va nous baisser notre facture énergétique. Ensuite, alors si on se penche un petit peu sur l'expression du COP réversible de la machine frigo, vous voyez que pour que le COP augmente, on ne va pas vraiment jouer sur T2 puisque c'est la température qu'on souhaite avoir à l'intérieur du frigo. Donc T2, ce sera ce que c'est. Et si on veut monter le COP, il faudrait que la différence entre T1 et T2 diminue. Bon, bah ça ne va pas être très intéressant parce que, en fait, ça voudrait dire que pour augmenter le COP, il faudrait que je mette mon frigo dans une pièce très froide. Et à la limite, si je dispose d'une pièce très froide, eh ben, je pourrais directement stocker mes aliments dans ma pièce très froide. Donc là, on voit T2, c'est une consigne que l'on veut donner. T1, c'est l'ambiante qu'on ne maîtrise pas très bien. Donc, ça ne va pas être facile d'améliorer le COP en jouant sur ces deux températures-là. En revanche, ça nous explique très bien cette relation que l'été, les machines frigorifiques, elles souffrent un peu plus que l'hiver parce que l'été, T1 augmente et du coup, le COP diminue. Donc pour finir, pour la pompe à chaleur, le COP réversible vaut T1 sur T1 moins T2. Et là, on voit que si on souhaite avoir un effet amplificateur le plus élevé possible, il faudrait que la différence T1 moins T2 soit la plus basse possible. Cette constatation va nous expliquer un détail technique qui est que pour les pompes à chaleur qui fonctionnent avec comme source chaude une circulation d'eau, eh bien, on aura un circuit de radiateur à basse température. Donc, quand on est chauffé par une pompe à chaleur, les radiateurs ont une température beaucoup plus basse que si on chauffe notre réseau de chauffage avec une chaudière, par exemple. Enfin, la dernière ligne du tableau que je vous présente compare le COP irréversible au COP réversible. On ne peut pas donner de valeur du COP irréversible, on sait juste qu'il va être plus petit que le COP réversible, et ça, ce sera vrai pour le moteur thermique, pour la machine frigo et pour la pompe à chaleur. Et là, on va regarder ce que ça veut dire par rapport à une même quantité apportée à la machine. Donc,
Je m'explique, j'espère, un peu plus explicitement. Pour le moteur thermique, ce que je paye, c'est Q1. Donc, je vais imaginer que j'apporte Q1 réversiblement, ce qui me donnera W réversible et COP réversible. Si j'apporte la même quantité de chaleur Q1 à une machine qui fonctionnerait irréversiblement, à ce moment-là, ce qui m'intéresse, W irréversible, ce serait plus petit que W réversible. Si j'applique ce petit raisonnement à la machine frigo, donc ma machine frigo, je lui apporte W, que ce soit la même quantité de travail, que ce soit réversiblement ou irréversiblement, eh bien, dans le cas du fonctionnement réversible, elle me donnera Q2 et j'aurai mon COP réversible. Dans le cas du fonctionnement irréversible, la quantité de chaleur Q2 que je vais prélever à ma machine frigo, elle sera plus petite que si tout ça était fait de manière réversible. Et enfin, pour la pompe à la chaleur, en partant d'un travail apporté réversiblement, je donnerai la quantité de chaleur Q1 réversible à ma source chaude et mon coefficient de performance serait le COP réversible. Si j'apporte le même travail à une pompe à chaleur qui fonctionne irréversiblement, le COP irréversible sera plus petit et la quantité de chaleur Q1 que je vais pouvoir donner à ma source chaude sera plus petite que si ma pompe à chaleur fonctionnait réversiblement. On va maintenant s'intéresser à la notion de rendement et on va commencer par le rendement au sens thermodynamique. Donc, ce rendement thermodynamique est symbolisé par la lettre grecque eta. Regardez-la bien et débrouillez-vous pour être capable de la reproduire convenablement. Donc, le rendement thermodynamique, c'est le rapport COP irréversible divisé par COP réversible. On a vu précédemment que le COP irréversible était toujours plus petit que le COP réversible, ceci quelle que soit la machine thermique considérée, si bien que le rendement thermodynamique sera toujours inférieur à 1. En étant très optimiste et en imaginant que le fonctionnement réel s'approche du fonctionnement idéal réversible, on pourrait envisager une valeur égale à 1, mais concrètement, c'est un petit peu trop optimiste et on sera toujours inférieur à 1. Donc, le COP réversible, c'est la situation idéale vers laquelle on va chercher à se rapprocher en concevant notre machine thermique, mais c'est une valeur qu'on n'atteindra jamais. Donc, que mesure ce rendement thermodynamique? C'est une mesure de l'écart à l'idéalité, donc l'écart entre la machine réelle et la machine idéale. On a vu tout à l'heure pour le moteur thermique que le COP s'exprime moins W divisé par Q1. Donc si on veut comparer le fonctionnement irréversible et le fonctionnement réversible, on va partir d'une quantité de chaleur Q1 et on va considérer ce que le système thermodynamique au cœur du moteur thermique est capable de produire comme travail réversiblement dans le cas du fonctionnement réversible et ce qu'il est capable de produire irréversiblement dans le cas du fonctionnement irréversible. Donc notre expression de rendement thermodynamique, qui est le rapport COP irréversible sur COP réversible, va pouvoir être exprimée comme étant moins W irréversible sur Q1 multiplié par Q1 sur moins W réversible. On va simplifier Q1 au numérateur et au dénominateur. Les deux signes moins vont se compenser et on va obtenir finalement que le rendement thermodynamique, c'est le rapport travail obtenu à partir de notre machine au fonctionnement irréversible divisé par le travail qui aurait été obtenu si cette machine avait fonctionné réversiblement. Donc vous pouvez retenir une petite expression triviale pour la définition de ce rendement thermodynamique qui est que eta, c'est ce que j'obtiens réellement de ma machine sur ce que j'obtiendrais si elle était idéale. Donc en fait, ce que j'obtiens réellement, c'est ce que me donne ma machine réelle qui fonctionne irréversiblement. Ce que j'obtiendrai idéalement, c'est le service que me rendrait ma machine si elle fonctionnait de manière réversible. Ensuite, si on passe au rendement tel qu'on le considère plus classiquement,
Pour différencier du rendement thermodynamique, je vais l'appeler R au lieu de état. Donc R, c'est ce que j'obtiens réellement sur ce que je paye. Donc en fait, c'est l'énergie utile réellement récupérée divisée par l'énergie fournie. Et ça, en fait, c'est le COP irréversible. Donc, avec la définition du rendement thermodynamique, j'ai complété le tableau que je vous avais présenté précédemment par une dernière ligne où j'exprime le rendement thermodynamique, COP irréversible sur COP réversible, en fonction des énergies utiles des différentes machines thermiques. Donc, pour le moteur, on l'a vu en détail, W irréversible sur W réversible, et vous pouvez trouver tout seul que pour la machine frigo, on aura Q2 irréversible sur Q2 réversible et pour la pompe à chaleur, Q1 irréversible sur Q1 réversible. Donc ce petit tableau-là n'est pas à apprendre par cœur, mais vous devez être capable de retrouver les expressions valables pour chacune des machines thermodynamiques à chaque ligne. Pour terminer ce cours, nous allons nous intéresser aux travaux de Sadi Carnot, ingénieur physicien français assez génial. Au début du XIXe siècle, l'enjeu technologique du moment, c'est le développement des machines à vapeur pour remplacer le travail animal. Et Sadi Carnot s'intéresse donc aux moteurs thermiques et publie un seul livre en 1824 intitulé « Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance ». Ces travaux sont essentiels pour le développement de la thermodynamique, on va le voir tout de suite. Au moment où Sadi Carnot nourrit sa réflexion, on ne sait pas encore que la chaleur est une énergie. La théorie en vogue à cette époque est celle du calorique. C'est-à-dire que le calorique serait un fluide ténu, sans masse, dont on ignore la nature, et qui s'insinuerait dans les corps pour les chauffer. Donc, vu de notre 21e siècle, ça peut paraître un peu fumeux, mais à l'époque, on n'avait pas encore trouvé mieux comme théorie. Donc, pour mémoire, il faut attendre 1850 et James Joule pour comprendre que la chaleur est une énergie. Donc, Sadi Carnot ne l'a jamais su, la faute au choléra, mais ça, c'est une autre histoire. Et là où il est génial, c'est qu'il a placé sa réflexion sur un plan tellement général qu'un quart de siècle plus tard, une fois la notion d'énergie calorifique établie et après que les bases de la thermodynamique ont été posées, quand Clausius reprend les travaux de Carnot pour voir ce que l'on peut en conserver, eh bien la réponse, c'est tout. Il suffit presque de juste changer le mot calorique par le mot chaleur et tous les travaux de Carnot tiennent la route. Donc pour en venir au contenu de ces travaux à proprement parler, Carnot s'est essentiellement posé deux questions. Y a-t-il théoriquement une quantité maximum de travail que l'on peut produire à partir d'une quantité de chaleur donnée? Et si oui, laquelle? Et la deuxième question, c'est la quantité de travail obtenue est-elle fonction de la nature du corps qui se dilate? Donc, à propos de cette dernière question, on a déjà vu dans une slide précédente la réponse. Et la réponse, c'est non. On peut en effet exprimer le COP réversible d'une machine thermique uniquement en fonction des températures des deux sources chaudes et sources froides. Donc la limite fondamentale de la quantité de travail produite à partir d'une quantité de chaleur donnée n'est pas fonction du corps qui se dilate et se contracte. Ce résultat ayant été établi par Carnot, on appelle souvent le COP réversible, calculé à partir des températures des sources, COP de Carnot. Et aujourd'hui encore, les motoristes et les thermiciens appellent ce COP de Carnot. Si on a petit à petit abandonné les machines à vapeur pour leur préférer des moteurs à air, c'est plus pour des raisons techniques. D'une part, le coût énergétique élevé d'une machine à vapeur, parce qu'il est nécessaire de chauffer l'eau jusqu'à plus de 100 degrés pour obtenir une vapeur et chauffer cette vapeur. Et l'eau a une capacité thermique très élevée, donc ce qui explique que avoir une vapeur d'eau à une température supérieure à 100 degrés, ça coûte beaucoup en chaleur.
D'autre part, l'utilisation de l'eau comme transformateur implique que la température de la source chaude ne soit pas trop élevée. En effet, la pression de vapeur saturante de l'eau augmente rapidement avec la température, si bien que le risque d'explosion est important. Et il y a eu des accidents, et des accidents mortels dans l'histoire des machines à vapeur. Donc, si on revient maintenant à la première question, de ces réflexions, Carnot a établi un principe général qu'il a formulé ainsi. Il faut éviter les chutes inutiles de calorique. Donc, reformuler, sachant maintenant ce que l'on sait sur la chaleur, ça donne quelque chose comme il faut éviter les contacts thermiques entre corps à température différente, car cela correspond à un échange de chaleur sans production de travail. Donc, le principe de Carnot revient à chercher à supprimer l'irréversibilité. Donc, en cherchant la quantité maximale de travail que l'on peut produire à partir d'une quantité de chaleur donnée, Carnot a cherché, sans le savoir, à construire un cycle réversible. Et il nous dit que dans le cycle de transformation que va subir le transformateur, il faut éviter les transferts purement thermiques. D'ailleurs, nous avions vu dans le chapitre sur l'entropie qu'un transfert purement thermique est nécessairement irréversible. Donc, si on cherche à produire un cycle qui permette d'obtenir le meilleur COP possible, autant ne pas introduire de transformations qui seront nécessairement irréversibles. Ainsi, pour la construction de ce cycle, le plus performant possible, si on a besoin de chauffer notre système, plutôt qu'un chauffage isochore, mieux vaudra comprimer le système pour élever sa température. Donc voici le fameux cycle de Carnot qui permet de rentabiliser au mieux la chaleur fournie au système. Il est constitué d'une compression adiabatique, le tracé AB dans le diagramme de Clapeyron, suivi d'une détente isotherme, puis d'une détente adiabatique, et enfin on boucle avec une compression isotherme. Toutes ces transformations étant supposées réversibles. Donc là, vous voyez qu'on n'a aucune transformation isochore. On va commencer par s'intéresser aux transformations qui produisent du travail, c'est-à-dire les deux détentes, la détente isotherme, puis la détente adiabatique. Vous savez calculer le travail échangé au cours d'une transformation isotherme réversible. On ne va pas tout recommencer, vous savez partir de la définition et en faisant les hypothèses successives nécessaires, en considérant que notre système qui se transforme est un gaz parfait, on aboutit à l'expression du travail sur la détente isotherme réversible qui vaut WBC égale nRT1 ln de VB divisé par VC. Donc là, j'ai mis T1. T1, c'est la température de la source chaude. Alors, pourquoi je peux dire qu'à ce moment-là, c'est la température de la source chaude? Eh bien, parce que vous voyez que l'isotherme BC est plus haute dans le diagramme de Clapeyron que l'isotherme DA. Et donc, l'isotherme BC se fait à une température plus élevée que l'isotherme DA. Donc, comme notre système possède deux températures, va être en contact avec deux sources à température différente, la source chaude et la source froide, eh bien, sur BC, on a le contact avec la source chaude AT1 et sur DA, on aura le contact avec la source froide AT2. Et donc, on voit que ce travail, selon BC, il est négatif. Donc, l'expression nRT1, ça c'est positif. VB sur VC, ça va être plus petit que 1. Donc, ln de VB sur VC, ça va être négatif. Après, quand on regarde dans le diagramme de Clapeyron, de B à C, le volume augmente. Donc, on sait que le travail sera négatif. L'air sous la courbe BC correspond à la valeur absolue du travail WBC. Pour ce qui est de la quantité de chaleur, on suppose que notre gaz
est parfait. Donc, sur une isotherme, pas de variation d'énergie interne de ce gaz. Et donc, QBC, la quantité de chaleur échangée par le gaz au cours de la détente isotherme, vaut moins WBC. Et c'est donc une grandeur qui est positive. Sur BC, pour la détente isotherme, notre système reçoit de la chaleur de la source chaude. Ensuite, on va aborder la détente adiabatique, réversible. Donc là, vous savez que par définition, pour une détente adiabatique, il n'y a pas de quantité de chaleur échangée avec l'extérieur, donc QCD, c'est nul. Et donc, le premier principe nous dit que le travail est égal à la variation d'énergie interne. Et pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne, c'est NCV, molaire, fois delta T. Donc, le travail échangé sur BC, c'est NCV T2 moins T1. T2, température de la source froide, T1, température de la source chaude. Donc, T2 moins T1, c'est négatif. Le travail, CD, c'est négatif, ce qui est bien normal pour une détente. Donc on a à nouveau, sur le diagramme de Clapeyron, l'air sous la courbe CD correspond à la valeur absolue du travail échangé au cours de cette détente adiabatique. On va maintenant s'intéresser aux deux compressions qui permettent de boucler le cycle, la compression isotherme et la compression adiabatique. Donc, au niveau des expressions du travail et des quantités de chaleur échangées, on va retrouver quelque chose de très similaire à ce qu'on avait pour la détente isotherme et la détente adiabatique. La compression isotherme se passe à la température T2, donc le travail sur la transformation dA, c'est nRT2 ln de VD divisé par VA, VD plus grand que VA, donc ln de VD divisé par VA, c'est positif. Donc on a bien un travail reçu par le système au cours de la compression isotherme. Et la quantité de chaleur échangée, c'est moins le travail sur cette transformation-là. Et pour terminer, la dernière transformation, c'est la compression adiabatique réversible. Pas de chaleur échangée, le travail est égal à la variation d'énergie interne, qui vaut NCV T1 moins T2. Et donc, cette fois-ci, le travail est reçu, ce qui est bien conforme à une compression. Donc là, l'air en orange sous la courbe DA et sous la courbe AB représente la valeur absolue du travail échangé au cours de ces deux transformations. Et donc, vous voyez que l'air violette qui correspond au travail fourni par le système est partiellement recouverte par l'air orange qui correspond au travail reçu par le système. Mais donc, quand on fait la somme des deux, il nous reste une aire qui n'est pas recouverte et qui est une aire de travail négatif. Donc, globalement, notre travail va être moteur. On va en discuter sur la slide d'après. Pour conclure sur le cycle de Carnot, on a vu qu'il était constitué de 2 compressions et de 2 détentes. Au cours des compressions, isothermes puis adiabatiques, le système reçoit du travail. Ensuite, il va subir 2 détentes, une isotherme, une adiabatique, et au cours de ces détentes, le système va produire du travail. Or, la quantité de travail produite au cours des détentes est supérieure à la quantité de travail reçue au cours des compressions, si bien qu'au total, notre cycle est un cycle moteur, il produit du travail. Ensuite, si on regarde la détente isotherme, c'est une transformation au cours de laquelle notre système est en contact avec la source chaude à la température T1. Et on voit avec le calcul que l'on a vu pour le travail, qui est un travail négatif fourni, la quantité de chaleur, elle est positive, elle est reçue. Donc la détente isotherme, c'est la transformation au cours de laquelle le système thermodynamique au cœur de notre moteur thermique va recevoir de la chaleur de la source chaude. Ensuite, c'est au cours de la compression isotherme que le système va être en contact avec la source froide et va lui céder de la chaleur. Donc, au cours de la compression isotherme, le système reçoit du travail, il cède de la chaleur à la source froide qui est à T2.
Et les deux autres détentes qui sont adiabatiques sont des détentes au cours desquelles il n'y a pas d'échange de chaleur. Donc, en bilan, on a bien, pour ce cycle de Carnot qui est un cycle moteur, le système thermodynamique va produire du travail et pour produire ce travail, il va prendre de la chaleur à la source chaude et céder de la chaleur à la source froide. Le cycle de Carnot, avec ses deux adiabatiques et ses deux isothermes réversibles, constitue le cycle qui permet de récupérer le plus de travail pour un moteur thermique qui fonctionne avec des sources de chaleur à T1 et T2. Le travail produit par ce cycle est une limite fondamentale indépassable et difficilement atteignable. Tout autre cycle de transformation, même réversible, avec les mêmes températures de source T1 et T2, produira nécessairement moins de travail que le cycle de Carnot, même idéalement. Donc, a fortiori, tout cycle moteur réel, c'est-à-dire au fonctionnement irréversible, produira moins de travail que le cycle de Carnot. Donc, pour terminer, on va faire un petit tour du côté de la boîte à outils, où en fait, vous pouvez constater qu'on n'a rien ajouté de nouveau. On avait déjà tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir appliquer le premier et le second principe de la thermodynamique aux machines thermiques. On a vu quelques définitions nouvelles, mais rien de nouveau sur le plan de la science thermodynamique. En revanche, au niveau des savoir-faire, on a appliqué les notions qu'on avait vues à des nouveaux objets. Donc, vous savez établir le schéma général d'une machine thermique. Vous savez également l'adapter aux trois machines thermiques que l'on a étudiées, le moteur, la pompe à chaleur et la machine frigorifique. Ensuite, on a vu comment appliquer le premier et le second principe de la thermodynamique aux énergies échangées par la machine thermique pour lier ces différentes énergies entre elles. Le travail, la quantité de chaleur Q1 échangée avec la source chaude et la quantité de chaleur Q2 échangée avec la source froide. Ensuite, on a défini le coefficient de performance. Donc là, ça c'est une définition à savoir. Et après, on a vu qu'on pouvait exprimer ce coefficient de performance en fonction des énergies échangées, W et ou Q1 et ou Q2. Et puis, en faisant l'hypothèse d'un fonctionnement réversible, on peut donner l'expression du COP réversible en fonction des températures des deux sources, T1, température de la source chaude, et T2, température de la source froide. Et puis, on a vu que le système thermodynamique qui échange travail et chaleur avec les deux sources, c'est un corps pur qui va se dilater, se contracter et qui donc subit des transformations. Et j'espère qu'avec l'exemple du cycle de Carnot, vous arrivez un petit peu mieux à lier le travail qu'on a déjà fait sur calculer des travaux et des quantités de chaleur échangées au fonctionnement des machines thermiques que l'on a étudiées aujourd'hui. Et pour terminer vraiment, je vais vous représenter les deux diapositives qui, à mon avis, sont fondamentales et qu'il faut que vous vous attachiez à avoir bien compris et que vous soyez, au-delà d'avoir bien compris, capable de reproduire les raisonnements qui sont présentés. Donc, c'est cette première diapo qui récapitule le schéma de la machine thermique, l'application des deux premiers principes et ensuite les relations valables pour le fonctionnement réversible et pour le fonctionnement irréversible. Et la deuxième diapo, c'est le récapitulatif à propos des coefficients de performance et rendement. Donc vous devez être capable, à partir de la définition du COP, retrouver son expression pour chacune des machines thermiques en fonction des énergies échangées, mais aussi l'expression du COP réversible en fonction des températures des sources. Et pour terminer, être capable d'exprimer le rendement thermodynamique pour chacune des machines thermiques. Et c'est tout pour aujourd'hui, si je puis dire. J'espère que ce cours vous a plu et que ça vous permet de bien comprendre, de bien mettre en perspective tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Et même si la thermo, c'est quand même assez conceptuel, vous pouvez voir que ça nous permet d'aller étudier des objets très concrets tels qu'un moteur de voiture, un frigo ou une pompe à chaleur.